Bonjour. Votre regard d'abord sur les marchés, sur la façon dont évoluent les grands indices. On peut s'appuyer sur le CAC, mais enfin il n'y a pas que lui. Sur le niveau de la volatilité, sur ce que ça nous raconte, sur cette espèce d'attentisme qui prévaut. Sébastien, comment est-ce que vous humez l'atmosphère en ce moment sur le marché ? Une atmosphère estivale. Il fait beau sur les marchés. Il y a quelques éléments qui ne sont pas convergents, on va dire, on va les citer, et non pas que la tendance va s'arrêter, c'est encore une fois trop tôt pour qu'elle le fasse, et on va avoir un petit peu plus loin dans l'entrée de l'été, je pense après le 14 juillet, 30 juillet, on aura une bonne série de publications d'entreprises, et ça sera de nature, je pense, à détendre les multiples et à propulser les marchés un peu plus haut. Mais en attendant, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de respiration et on a le sentiment, vous le voyez, ces derniers jours, les volumes avaient quand même baissé. Et donc, quelque part, si je devais résumer, vous avez des investisseurs d'un côté qui hésitent à acheter parce que le marché n'a jamais respiré. Donc, ça donne pas trop envie à ce moment-là. Et ils aimeraient un petit peu revenir, que ça revienne en arrière. C'est pas des points d'entrée, quoi. C'est pas des points d'entrée qui sont les meilleurs. On les attend 3-4% en dessous, mais c'est finalement tellement peu que on n'y arrive pas. Et puis les vendeurs, face à ce marché qui a une force assez extraordinaire, ils sont pas là. Donc vous avez un marché d'attentisme avec des divergences. Et quand je dis des divergences, c'est alors c'est quoi les quelques points d'attention qui retiennent votre en fait, c'est que pour que ce marché monte, il faut qu'il ait des thèmes leaders. On l'a vu au premier trimestre, par exemple, début d'année, thème des banques, thème des cycliques, etc. C'est intéressant parce que le thème des banques et le thème des cycliques, c'est des thèmes qui marchent bien avec un peu de retour d'inflation et un peu de quantification de la courbe des taux. C'est tout ce qu'on appelle le terme de la reflation. Malheureusement, cette inflation, qu'on ne demande pas extraordinaire, mais qu'on demande un peu présente, elle n'est pas vraiment là, elle recule même un peu. Et vous le voyez parce que les taux à long terme reculent. Ça va pas avec le thème des banques. Et donc c'est là qu'est le problème, c'est que le marché est un peu indécis et il manque de catalyseurs et les données techniques pour pouvoir jouer à nouveau ces catalyseurs sont pas là. Et les mauvaises langues, vous direz, alors mauvaises langues ou détracteurs, vous direz, ça prouve qu'il y a un vrai problème, c'est que l'économie elle n'est pas assez forte, elle génère pas d'inflation et donc le marché est trop cher. Premier point, attention à ce manque d'inflation. Oui, c'est un sujet parce que c'est un sujet qui finalement a des répercussions thématiques et ces répercussions thématiques, elles ont des répercussions de force sur le marché. Ça veut dire qu'en gros, ce marché-là, il manque un petit peu de force pour se propulser. Il peut en retrouver plus tard avec les publications de résultats, mais sur le court terme, il manque plus de joueurs en fait. C'est comme si on était un peu dans une sorte de mi-temps, si vous voulez. Bon. Philippe, votre sentiment de marché, vous aussi, à l'aune de ce que nous dit Sébastien? Déjà, techniquement, on se situe à 48 heures de la journée des 4 sorcières. J'avais vu les marchés baisser à 48 heures de la journée des 4 sorcières. Je suis absolument pas surpris que les cours... Moi, je suis pas d'accord sur... on est régulièrement d'accord, mais là, je suis pas d'accord sur l'analyse de si les taux revenaient en deçà d'un certain niveau. Ça vous ne croyez pas à un phénomène d'arbitrage? Mais non, revenez. C'est qu'en fait, quand les taux montaient, c'est ce que je disais en préambule, quand les taux montaient, c'était le signe finalement d'une économie équilibrée, c'est-à-dire qui crée de la croissance avec un petit peu d'inflation. Tout est harmonieux, on peut le dire comme ça. Si, et c'est ma problématique d'observation là du court terme, si les taux reculent, et même reculent trop, ça me pose un problème, parce que ça veut dire quelque part, c'est que c'est des gens qui vont acheter des obligues et qui vont pas sur les actions, et donc c'est plus la même logique. Il y a un des deux marchés à ce moment-là qui se trompe. Et donc, moi je prendrais comme un mauvais signal, un signal finalement que l'économie américaine patine sérieusement, et que là, par contre, je suis d'accord, c'est qu'on aura un sacré problème, c'est que les marchés seront très hauts avec une économie pas bonne. Mais moi je le prends comme... un indicateur à ce stade, je dis de trouble, que ces taux à long terme, et c'est valable chez nous aussi, ces taux à long terme reculent. S'ils venaient à trop reculer, je prendrais ça comme un signal d'alerte. Moi, j'aimerais bien qu'ils remontent un peu ces taux à long terme. On va dire qu'une baisse des taux d'intérêt, ça pourrait finalement jouer en défaveur du marché action.
baisse à long terme, on précise bien. Hein. Comme je vous l'ai dit, d'abord, pour les thèmes, ils préfèrent une quantification de la courbe des taux. Et puis c'est un signal que finalement, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de croissance, il y a même un peu de risque, on revient sur de l'actif sans risque. Donc c'est pas bon. Il ne faut pas que ces taux soient trop. Au-delà de 3%, ça poserait un problème de valorisation, et notamment dans le calcul du PER et de la prime de risque. Et il ne faut pas qu'ils soient trop bas parce que ça montre qu'on ne croit pas à la croissance. Donc là, on est un peu sur une borne basse, y compris en Europe, que certains, y compris moi, ont beaucoup de mal à expliquer, qu'ils observent en se disant ça peut être un sujet de perturbation, d'inquiétude. Pour l'instant, Philippe a raison, les marchés sont des marchés de flux, et les marchés de flux, ça peut durer un certain temps, et généralement, les marchés de flux, sont des marchés qui sont un peu bêtes. C'est-à-dire bêtes et méchants, ils peuvent aller loin et sans réfléchir. On en reparlera. On en reparlera. Alors justement, on va dresser les perspectives encore pour le deuxième semestre. L'attractivité des marchés actions européens, est-ce que la rotation de portefeuille, par exemple, peut apporter ce deuxième? Sébastien Corchia, un petit mot également sur l'impact que peuvent avoir les banques centrales. On attend la Fed ce soir. On aura d'ici là des chiffres d'inflation. Vous parliez justement d'inflation il y a un instant. Et puis on a vu la Banque centrale européenne aussi, qu'on a beaucoup écouté, qu'on voit pour la première fois placer une partie de ses réserves en yuan. Comment est-ce que vous regardez les mots, les textes, les attitudes des différentes banques centrales, Philippe? Alors, ce qui concerne l'achat de yuan, je m'étonne que c'est même autant tardé, puisque depuis que le yuan est devenu une monnaie de réserve, techniquement, on aura... C'était en octobre. Oui, c'était 9 mois, ou quasiment. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps, c'est tout à fait normal, et pour l'instant, ça reste extrêmement marginal. D'ailleurs, à l'image de ce que le yuan représente aujourd'hui dans le panier des devises de réserve. Alors, la Chine, on vient d'apprendre que sa croissance reste de 6,5%. Donc c'est ni rassurant, ni inquiétant. Néanmoins, les injections de liquidités en Chine, je le répète, c'est toujours la même proportion. C'est 3 à 4 yuan injectés pour créer un yuan de PIB. Donc c'est une situation qui est totalement intenable à moyen terme. Mais comme disait Sébastien, c'est vrai que les choses perdurent. La mécanique des flux, ça fait 7 ans que ça dure. Et pour le moment, du côté de la BCE, on change pas la donne, et du côté de la Fed, non, parce que la BCE, quelque part, elle est peut-être un peu plus sensible, plus réactive aux signaux d'Allemagne qui viennent d'Allemagne. Donc vous avez vu, en mai, en séquentiel, l'inflation allemande recule de 0,2. On revient à plus 1,4 de l'autre côté. Vous avez plus 2,5 en Espagne. Mais il est évident que quand on pondère le poids de l'Espagne et celui de l'Allemagne, le phénomène qui pèse maintenant en Europe, c'est clairement du côté de la déflation, même si vous avez de la fragmentation avec plus d'inflation en Espagne, moins en Italie. Et par solde, c'est vrai qu'on a l'impression que les pressions reviennent plutôt du côté de la déflation. Les banques centrales, ça reste avec la Fed ce soir, par exemple, un driver fort des marchés, même si le consensus semble nous dire à 90%, c'est bon, on poursuit le chemin tracé par Janet Yellen. Alors non, c'est plus un driver, et vous vous en rendez compte, puisque ça fait quand même de longues semaines, voire de longs mois, que les marchés ne mettent plus dans leur électrocardiogramme, on va dire, qui les dope un peu ou qui les spline un peu, ils mettent plus le mot banque centrale. Et qu'avant, les marchés montaient parce qu'il y avait de la liquidité des banques centrales. Ça fait plus partie du vocabulaire, comme si ça n'existait plus. À la rigueur, tant mieux, ça a redonné un côté sain au marché qui s'est plus préoccupé d'entreprises. Sauf que la liquidité, elle est toujours là. Mais la liquidité est toujours là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément un driver du court terme. La hausse des taux aux États-Unis, on sait qu'elle va être là. Il y a quand même un petit sujet de regarder la conférence de presse et de se dire c'est quoi la suite? Parce que, et ça va avec ce qu'on disait juste avant, de ces taux qui reculent. Il y a quand même un sujet en toile de fond de croissance. Si j'ai des taux long terme qui reculent beaucoup, c'est que j'ai un petit problématique d'inflation et de croissance. Si j'ai un petit problématique d'inflation et de croissance, ou en tout cas d'inquiétude, j'ai plus le même calendrier de remontée des taux.
oui. Et là où certains se disaient il va y en avoir 3 cette année et puis après un petit peu en 2018, vous avez autant il y a 96% de gens qui pensent que Bloomberg qu'elle va aller remonter ce soir, autant c'est un peu le grand écart pour après 2018. Et là, vous savez qu'elle a un problème, la Fed. C'est pas de remonter ses taux, c'est d'ancrer les marchés. Et elle a notamment un problème avec son bilan. Au début d'année, on pensait tous qu'on allait commencer à en parler, et plus la dépasse, moins on en parle. Donc en fait, c'est ça qui est plus intéressant à regarder ce soir, c'est de dire, elle a toujours ce même problème de, il faut que j'attire les investisseurs vers moi et à l'endroit, je veux ancrer les anticipations. Là, c'est quand même un peu le grand écart, quoi. Du coup, ça vous donne quoi en termes de stratégie chez Mescart? Vous pilotez un petit peu les allocations de quelle façon? La stratégie, c'était de dire, de toute façon, ce mois de juin est un mois de pause. C'est un mois de pause après un mois de mai très fort, et puis parce que finalement, il se passe rien. Donc c'est-à-dire qu'on en profite pour arbitrer un peu, pour oui, à la marge, arbitrer un peu, mais plutôt avoir une politique. Et parfois, il faut savoir ne pas trop bouger. C'est un mois aussi important en termes de dividendes, de les encaisser et de pas tourner autour du marché. C'est un facteur de soutien aussi un peu fort pour éviter que les vendeurs soient là. Donc c'est un mois un peu d'attentisme avec des valeurs qui sont quand même un petit peu chères, sur lesquelles il faut du relais. Et moi, j'ai envie de regarder où vont les marchés. Je vois qu'ils sont pas nets. Par exemple, vous parliez tout à l'heure au secteur automobile. Un coup, vous en avez qui sortent des études, ouais, c'est très positif. D'autres non. Attention, la Chine, les États-Unis, c'est pas très clair. Je vois que le moteur bancaire s'est arrêté. C'est pour ça que le marché cale, et il s'est arrêté pour la raison que je vous ai citée. Et finalement, comme les marchés se cherchent, limite, je vais vous dire, s'ennuient. Je vous parle des investisseurs. Ils cherchent d'autres thèmes. Qu'est-ce qui est très en retard et comment je pourrais justifier? Les utilities, les EDF, les E.ON, les RWE. Regardez le parcours d'EDF si vous rajoutez le coupon depuis quelques semaines. Donc c'est cette thématique-là, et je pense que les premières, j'espère en tout cas, bancaires cycliques reprendront le relais, mais avec les publications, c'est-à-dire deuxième partie de juillet, quoi. Philippe, vous avez un message aux lecteurs, aux auditeurs de la Bourse au quotidien. Vous leur dites quoi là pour affiner un peu leur stratégie? Il va falloir aussi commencer à penser à la période estivale. Un nouveau semestre commence lundi prochain. Pour la fin de ce semestre, je ne dirais pas que j'étais euphorique ni confiant au-delà du raisonnable. Je me dis simplement que la mécanique des flux est largement la plus forte. Tout à l'heure, Sébastien employait l'expression de bête et méchant. Je dirais que les marchés sont surtout bêtes et surtout disciplinés. Et cette discipline, elle est tellement rentrée dans les mœurs, on ne se pose tellement plus de questions que la comparaison permanente entre le rendement des actions et le rendement obligataire fait que si le rendement obligataire baisse, je maintiens ce que je disais, par comparable, on préférera les actions, surtout que effectivement ce deuxième trimestre va montrer que les actions ont une sorte de traction beaucoup plus forte que les obligations. Maintenant, pour le deuxième semestre, il y a tellement de choses que je rappelle à chaque fois, parce que les marchés ne voient que les planètes alignées, celles qui sont du bon côté du soleil, et celles qui sont de l'autre côté qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, elles existent aussi. C'est-à-dire bulle sur les dettes d'immobilier commercial aux États-Unis, alors que les centres commerciaux ferment par milliers. Et néanmoins, les hedge funds continuent d'en acheter. Pourquoi est-ce qu'il faut diversifier cet argent, tous ces flux? Il faut en faire quelque chose. Les subprimes automobiles, ça existe. Les banques chinoises, on connaît leur état. Donc voilà, tant qu'on voudra ne pas regarder les risques, et je ne parle pas des risques géopolitiques entre l'Arabie et l'Iran, on peut effectivement continuer à vivre un été en se sentant extrêmement serein, mais c'est une béatitude, je répète, de patience sous morphine. Merci beaucoup à tous les deux. Sébastien Corchia pour Mescart Asset Management, la Bourse au quotidien, et Philippe Béchade était au cœur du